T'as de beaux yeux, tu sais. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée au mouvement cinématographique. Alors avant juste de commencer la vidéo, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne après avoir vu la vidéo sur Papacito. Vous avez été très nombreux à vous abonner, donc je vous remercie pour ça et j'espère que ce n'est pas juste la figure Papacito qui vous a incité à vous abonner et que les autres vidéos de la chaîne vous plairont. On peut y aller. Ces mouvements ont participé à l'évolution du cinéma que l'on connaît aujourd'hui et ce sont très souvent des périodes marquées par leur contexte historique et qui ont donné naissance à des réalisateurs et des acteurs de renom que beaucoup d'entre nous connaissons au moins de nom et qui ont inspiré de grands réalisateurs d'aujourd'hui. Alors on va rester dans cette vidéo en France pour parler du premier mouvement français qui a marqué les esprits des citoyens et de toute une génération, c'est le réalisme poétique. Nous sommes dans le début des années 30, l'époque est marquée par la montée de l'occupation allemande et du fascisme. L'arrivée d'une seconde guerre mondiale se fait sentir alors que la première fut un choc considérable. Dans cette période trouble, la France redouble de chômeurs et d'ouvriers se tuant à la tâche dans des conditions de travail déplorables. C'est à ce moment que vont émerger en force la gauche et les idées politiques du Front populaire. Plus de reconnaissance envers les travailleurs exténués et moins de chômage excessif. C'était pas l'autoproclamée gauche de maintenant qui chouine pour un rien. Mais cette époque, elle est aussi marquée par une révolution dans le cinéma, le parlant. En 1927, Le chanteur de jazz est le tout premier film qui inclut un dialogue, et 2 ans plus tard, en 1929, ce sont Les Trois Masques qui est le tout premier film français parlant. Cette révolution technologique a d'abord un impact considérable sur l'économie française, car tous les réalisateurs souhaitent disposer de cette technique, donc les cinémas doivent pouvoir s'adapter et financer le système dans chaque salle. L'industrie s'endette lourdement et la grosse crise économique de 1929 touche particulièrement la France en 1932, ce qui rend le cinéma français très pauvre, malgré ses productions toujours admirées dans le monde entier. Mais cette pauvreté économique et le parlant vont paradoxalement donner naissance au réalisme poétique, qui va donc miser sur l'importance de ces dialogues. Ce mouvement cinématographique va donc reposer sur 2 tendances spécifiques. D'abord, les personnages et l'environnement sont populaires, on est donc dans un monde d'ouvriers, parfois de soldats mais aussi de prostituées, et le récit donne une fatalité souvent tragique à nos personnages et est ancré dans la ville, dans un monde très urbain. C'est le côté réalisme. Le côté poétique, quant à lui, va se jouer dans la mise en scène de leur fatalisme, au travers de dialogues écrits soigneusement avec des genres qui se croisent, comme le drame avec la comédie, ou le thriller avec du romantisme. Ce côté un peu irrationnel du réel est ce qui va donner la poésie de ces films. En 1936, La Belle Équipe, un film réalisé par Julien Duvivier, un réalisateur prolifique de ce mouvement, deviendra l'un des films les plus reconnus, bien que son succès ne fût pas immédiat en salle. Il raconte l'histoire de 5 chômeurs qui gagnent le gros lot de la loterie nationale. Ce film est une belle preuve des éléments spécifiques du réalisme poétique. La fin était d'ailleurs très pessimiste, ce qui n'a pas plu au producteur. Duvivier a dû la modifier pour qu'il puisse sortir au cinéma, mais dans les quartiers populaires, il a tenu à ce que le film soit diffusé avec sa fin originale, ce qui a créé évidemment un éloignement de plus dans les classes sociales. Dans ce film, un acteur fait son apparition et sera l'un des plus grands représentants de ce mouvement cinématographique, et cet acteur c'est Jean Gabin. Il va accompagner plusieurs très grands réalisateurs du réalisme poétique où il va camper divers rôles populaires. Un soldat prisonnier dans La Grande Illusion réalisé par Jean Renoir, un chômeur dans La Belle Équipe, un déserteur dans Le Quai des Brumes de Marcel Carnet, ou encore un capitaine de bateau dans Remorque réalisé par Jean Grémillon. Jean Gabin va donc devenir le symbole de ce mouvement populaire et va participer à militer pour les ouvriers. Son parcours est d'ailleurs très riche et mériterait une vidéo entière sur le sujet, mais il n'est pas le seul à le représenter. Arletty, de son vrai nom Léonie Batia, est une actrice qui brille aussi pendant cette période. Marcel Carnet réalise Hôtel du Nord en 1938 où elle interprète une prostituée. Son caractère et ses dialogues vont la hisser haut sur la liste des acteurs et actrices du mouvement, donnant naissance parallèlement à un féminisme assumé sur l'indépendance des femmes. Arletty a de plus vécu dans la pauvreté et dans cet environnement populaire que le réalisme poétique met en scène, avec notamment son père qui était ajusteur-tourneur pour tramway. Et derrière cette brochette de réalisateurs talentueux, donc Marcel Carnet, Jean Renoir, René Clair ou encore Jean Grémillon, se cache dans l'ombre le scénariste le plus prolifique de ce mouvement, Jacques Prévert. Il est un poète à la base très talentueux et réputé pour ses chœurs et ses sketchs écrits pour le théâtre, et son discours aussi très populaire se transmet par l'humour noir et les jeux de mots qu'il arrive à disséminer dans ses textes et ses dialogues. C'est sa marque de fabrique qui va créer les scénarios des films du réalisme poétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le réalisme poétique ne cesse d'éviter la censure allemande, par conséquent la volonté des Allemands d'imposer au public français des films de propagande nazie échoue. C'est là que les Français trouveront du réel, mais aussi du rêve et du mythe du passé dans les films du réalisme poétique.
Alors évidemment, pour développer mon propos et pour vous montrer un peu ce qu'est vraiment le réalisme poétique, j'ai décidé de vous montrer quelques extraits de 4 films. Vous allez pouvoir voir dans ces 4 extraits l'importance qu'on met sur les dialogues et surtout sur la façon de mettre en scène. Il y avait par exemple des plans très compliqués à mettre en place, comme le premier que je vais vous montrer qui a été fait en 1936 du coup, et vous allez pouvoir voir ce qu'il raconte un petit peu. Le premier extrait est donc de La Belle Équipe de Jacques Duvivier avec Jean Gabin. On commence à en avoir plein de dos, vous comprenez monsieur? Et encore je suis poli. Non, mais sans blague, c'est pas un hôtel ici, c'est une écurie. Qu'est-ce que je dis, une écurie? Une porcherie. Ah, si vous voyez ça, l'envoie d'Angleterre, alors. Et personne vous retient? Elle est ailleurs? Non, monsieur, non. Mes copains et moi, on restera, vous comprenez? Il y a assez longtemps que vous vous payez nos gueules. Et vous ne payez rien. On est chômeurs. C'est toujours les mêmes, les chômeurs. Comme les salauds. Sous prétexte qu'on paye pas, hein. Vous l'avouez? Et il l'avoue. Vous croyez que je vais rester longtemps vous héberger à l'œil? Je chôme donc, je reste. Là, ça vous enlève pas. Bonjour, monsieur Jean. Non, mais dites donc, vous, c'est Noël que vous attendez pour donner des serviettes propres? Pas d'argent, pas de serviettes. Nous, on n'est pas comme vous. On se lave de temps en temps. Bon, vous allez donner des serviettes propres à madame. Et tout de suite, hein. Voulez-vous me foutre le camp? Ah, pour ça, vous êtes bon, là, hein. Pour ça, vous êtes bon. Mais faut bien vous casser dans la tête. Quel chômeur, c'est pas ce qu'on avait rêvé étant môme, hein. On les connaît, les chômeurs. Un tas de feignants qui cherchent du travail en priant le bon Dieu de pas en trouver, hein. Ouvre de savoir, va. Mais tout ça, ça va changer, monsieur Berthaud. Ça va changer, vous entendez? D'abord, vous allez déboucher mon évier. Et puis remplacer les corons de maturne, parce que la nuit, je m'enrhume les fesses. Donnez-moi de l'argent. Oh, vous manquez de conversation. Le second extrait va provenir de La Grande Illusion, réalisé par Jean Renoir, toujours avec Jean Gabin. Je vais vous dire quelque chose, Boidieu. Croyez bien que le métier que j'ai fait à présent me repugne autant qu'à vous. C'est vrai. J'étais un combattant. Maintenant, je suis un fonctionnaire, un policier. Mais c'est le seul moyen qui me reste encore pour me donner l'air de servir ma patrie. Me permettez-vous une question? Naturellement. Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en me recevant chez vous? Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boidieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Rauffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mais mes camarades sont aussi des officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officier. Ils sont de très bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française. Je crains que ni vous ni moi ne puissions arrêter la marche du temps. Boidieu, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin des Rauffenstein et des Boidieu. On n'a peut-être plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage? Peut-être. Le troisième provient de Hôtel du Nord, réalisé par Marcel Carné en 1938 avec la fameuse Arletty. Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même, pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Oui. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Faut bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors? Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec toi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Voilà, j'espère que ces 4 extraits vous ont plu. Alors j'ai vraiment pris 4 films, mais il y en a plein d'autres dans le réalisme poétique. Et il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont été des figures très symboliques de ce mouvement. Mais c'est en particulier Jean Gabin et Arletty qui vont vraiment marquer les esprits. Et je n'ai pas présenté de film par exemple de René Clair, mais qui est aussi un grand réalisateur de l'époque, qui fait partie des réalisateurs qui ont notamment vraiment milité pour que le parlant puisse arriver en France. Donc c'est d'une certaine manière historiquement un peu grâce à eux et à lui qu'on a un cinéma qui parle en France.
Et à l'apogée de toute cette brochette de films, Les Enfants du Paradis, réalisé par Marcel Carné en 1945, est l'ultime chef-d'œuvre de ce mouvement cinématographique qui finira ensuite par ne plus plaire compte tenu de la misère économique que va provoquer la Seconde Guerre mondiale. C'est une fresque de près de 3 heures, ce qui était ahurissant à l'époque, qui raconte une histoire sur près de 6 ans. Marcel Carné rend hommage dans ce film au théâtre en mettant en scène le film comme une gigantesque pièce, en montrant les coulisses, lui rendant ainsi hommage. Il est également dédié au peuple modeste qui va se percher tout en haut, aux places les moins chères, dans le poulailler, le paradis. Le film, qui est ouvert et clos par des rideaux, est également une mise en abîme de la représentation déclinant le monde du spectacle d'alors, traitant de la kermesse, de la pantomime, du mime, de la comédie, du mélodrame, de la tragédie, du carnaval. C'est un chef-d'œuvre du réalisme poétique et le film évoque allégoriquement ce courant cinématographique par les regrets exprimés pour le cinéma muet, auquel renvoie le mime. Par la suite, les films se feront plus rares pendant la reconstruction économique après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le mythe et la poésie sont brisés par le désespoir et il est difficile de continuer pour les réalisateurs ce mode de pensée. L'analyse des reconstructions sociales sera surtout mise en scène par ce qu'on appelle le néo-réalisme italien qui apparaît en Italie à partir de 1946, qui reprend beaucoup de codes du mouvement en l'assumant et en mettant beaucoup plus de réel social que de poésie. Ce mouvement d'ailleurs sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. À l'international, Alfred Hitchcock et Martin Scorsese affirment avoir dévoré beaucoup de films de cette époque. Ce cinéma de genre est pour moi absolument accessible pour tout le monde, et il reste un cinéma populaire qui peut parler à n'importe quel Français aujourd'hui pour moi. Si je pouvais vous en conseiller quelques-uns, ce sont ceux que je vous ai présentés, à savoir La Belle Équipe, La Grande Illusion, Hôtel du Nord et La Bête Humaine, qui sont 4 films importants qui traitent d'une classe sociale différente. L'élégance de la photographie, de la mise en scène des personnages et des dialogues sont toujours d'actualité, et donne une puissance au cinéma français. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir ces films. Si ça vous intéresse de voir ces films plus en profondeur, je vous mets en description une plateforme qui vous permet de les regarder soit gratuitement, soit pour 2 € en qualité HD. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le sujet. Ciao!